Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors comme vous l'avez vu en titre, il s'agira d'un point lecture, donc je vais vous présenter tout ce que j'ai lu récemment. Donc là, j'ai 4 romans à vous présenter. Alors surtout si je voulais vous demander concernant les points lecture, si le format actuel vous convient, à savoir je vous présente 3-4 bouquins. Voilà, les points de lecture durent une vingtaine de minutes et puis voilà. Ou est-ce que vous préférez un point de lecture où je vous présente plus de livres et donc qui durera plus longtemps? Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Moi, je m'adapte. Bon, après, voilà, je trouve que présenter 3-4 bouquins, voilà, c'est un format confortable. C'est pas trop long pour vous non plus. Et puis, puis comme ça permet d'en faire un petit peu plus souvent aussi. Donc voilà, dites-moi en commentaire ce que vous préférez. J'en tiendrai compte, bien évidemment. Donc, on va commencer par Tu as promis que tu vivrais pour moi de Karen Pont, paru aux éditions Michel Lafon. Alors Karen Pont, je vous l'ai expliqué lors du dernier point lecture que je vous ai fait, dont je vous mettrai un petit ici ou en barre d'infos directement. Voilà, j'ai découvert cette autrice avec son dernier roman Et ton cœur qui bat, paru chez Michel Lafon également. Et du coup, j'avais emprunté celui-ci à la bibliothèque parce que j'en avais entendu beaucoup de bien. Et bien m'en a pris, parce que j'ai encore apprécié son écriture. Donc ici, on fait la connaissance de Molly, une jeune femme qui vient de perdre sa meilleure amie, Marie, d'une maladie, d'une saloperie de maladie, d'une cochonceté de maladie, du crabe, du gros crabe méchant, qui nous pourrit la vie et qui nous enlève les gens bien trop tôt. Donc voilà, Molly perd Marie subitement, et elles se connaissent depuis qu'elles sont toutes petites. Et voilà, c'était limite des âmes sœurs, des sœurs. Et du coup, la perte de Marie plonge Molly dans une détresse folle, parce qu'elle a énormément de mal à surmonter sa mort. La mort de Marie lui laisse un très grand vide dans sa vie. Et juste avant sa mort, Marie lui avait fait promettre qu'elle vivrait sa vie pour deux. Donc Molly lui avait dit oui, bien sûr, je vivrai ma vie, pour toi aussi. Mais elle croyait pas si bien dire, parce que bon, Marie était quand même quelqu'un d'assez têtu, et comme elle voulait être absolument sûre que Molly tienne sa promesse, quelque temps après son enterrement, elle reçoit de la part de Marie un paquet de lettres. Et dans chaque lettre, Marie lui demande de faire quelque chose. De faire quelque chose qu'elle ne peut plus faire étant donné qu'elle est partie. Et du coup, Molly va se prendre au jeu et elle va accepter de faire plaisir à son amie par-delà la mort. Alors, nombre de ses actions vont créer la surprise dans son entourage, parce qu'elle décide de changer complètement de vie, de changer de job, de changer de mec. Et du coup, elle arrive à Grenoble pour une toute nouvelle vie. Et elle va rencontrer plein de gens, elle va renouer avec son ancien amour, la danse classique. Et du coup, peu à peu, elle en vient à remercier Marie de lui avoir mis un coup de pied virtuel par-delà la mort, pour qu'elle puisse vraiment vivre sa vie. Et le personnage de Molly m'a beaucoup touchée. J'ai versé quelques larmes quand même dans ce roman, parce qu'il y a quand même question du deuil. Chacun a sa façon de vivre le deuil, et que ce soit un membre de votre famille ou des amis avec qui vous avez grandi depuis 20, que vous connaissez depuis 20, depuis 30 ans, quand ils vous quittent, et ce, même si vous voyez plus beaucoup, même si vous restez en contact quand même par téléphone, via les réseaux sociaux, mais que vous voyez plus autant qu'avant, ils ont quand même une place dans votre cœur. Et les amis qu'on se fait, c'est la famille qu'on choisit, quoi, en fait. Et quand ils sont plus là, quand ils sont plus là, on regrette de ne pas avoir
de ne pas leur avoir dit qu'ils comptaient vraiment pour nous. Et donc en fait c'est un petit peu le message de ce roman-là. Et c'est toute la question du deuil. Et d'en parler, ça me... Ah, j'étais un peu comme ça quand j'ai lu. Voilà. Ah, j'étais un petit peu comme ça quand j'ai lu, ça m'a remué un petit peu. Mais bon, hein, on ne fait pas que pleurer hein, quand même hein, dans ce roman. On rit aussi beaucoup. Et, voilà, moi je me suis beaucoup attachée à tous les personnages. J'ai trouvé ça vraiment très très bon. Le style est très très fluide. J'ai dévoré le roman en même pas 2 jours. Enfin bref, et c'est vraiment très très addictif. J'aime beaucoup sa plume. Je pense que c'est pas le, là c'est le deuxième roman que je lis d'autrice, mais ce sera sûrement pas le dernier. Je pense que j'en lirai très probablement d'autres. En tout cas, je vous conseille si vous ne l'avez pas encore lu, Tu as promis que tu vivrais pour moi. C'était vraiment vous passerez un excellent moment. On change complètement de registre avec le dernier roman de Nico Taquian, Celle qui pleurait sous l'eau, paru aux éditions Calman Levy dans leur collection Noire. C'est une nouvelle enquête de son personnage récurrent, Tomar Khan. Et ici, on va lui confier l'enquête d'une jeune femme qui a été retrouvée dans une piscine avec les veines tranchées. Alors apparemment, il s'agirait d'un suicide. Donc pour l'équipe, l'enquête est somme toute rapidement pliée parce qu'il n'y a pas non plus des investigations de ouf à faire, il n'y a pas de meurtre, la jeune femme s'est suicidée. Néanmoins, Rhonda, son adjointe, cette affaire la touche profondément, elle veut essayer de comprendre pourquoi cette jeune femme en est venue à cette extrémité et surtout pourquoi elle a choisi ce lieu pour mettre fin à ses jours. Et contre l'avis de ses collègues et de son chef, elle va commencer à mener une enquête un peu personnelle pour savoir qui était Clara et pourquoi elle en est arrivée là. Et en fait, avec toute sa détermination, elle va finir par enrôler ses petits camarades et Tomar afin de faire toute la lumière sur ce qui s'est passé. Et quand on dénoue un petit peu les ficelles, on s'aperçoit que ça peut arriver à n'importe qui, surtout quand on tombe sur le genre de personne sur lequel Clara est tombée. Ça peut faire très très mal, ça a un effet dévastateur. Et voilà, dans ce roman, on en voit les conséquences ultimes et malheureuses, malheureusement. Et de son côté, Tomar se voit rattrapé par son passé. Donc, il va un petit peu se mettre en retrait pour pouvoir faire toute la lumière sur un événement de son passé. Et il va plus se concentrer un peu plus sur lui et un peu moins sur l'enquête, au grand désespoir de son adjointe, d'ailleurs, qui ne comprend pas vraiment son moment de recul. Mais voilà, j'ai trouvé le personnage de Tomar Khan un peu moins sombre que d'habitude. On sent qu'il essaie un petit peu de se libérer de sa part d'ombre, de sa part noire qui plombait quand même un petit peu, mais qui faisait de lui ce qu'il était, malgré tout. Et j'ai trouvé quand même un petit peu moins sombre ici. Alors peut-être que voilà, ça va être un roman de transition vers autre chose. Peut-être, je ne sais pas. On verra dans les prochains. Mais en tout cas, la maman de Tomar là-dedans, elle fait quelque chose d'absolument incroyable. Elle met vraiment sa vie en danger. Mais on voit de qui Tomar Khan tient. On voit que vraiment les chiens font pas des chats. Sa mère, c'est quand même quelque chose. Cette petite bonne femme en a dans le pantalon, si je peux dire. Et voilà, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce personnage dans ce roman. Et l'explication du titre apparaît dans le roman. Et j'ai trouvé ça assez poétique. Donc pour ceux qui l'ont lu, dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé de l'explication de ce titre. Je serais ravie de discuter avec vous sur le sujet. Alors, on change encore de registre sur la prochaine lecture. J'ai lu le premier tome de La malédiction des Dragon's Blood de Anne Robillard.
paru aux éditions Michel Lafon. Décidément, ça va être vraiment sponsorisé par Michel Lafon, ce point lecture. Donc, c'est la nouvelle saga d'Anne Robillard, qui est très connue pour avoir écrit Les Héritiers d'Inkidieff et Les Chevaliers d'Émeraude, entre autres, qui sont des sagas de fantasy jeunesse. Et ici, elle s'est plutôt tournée vers la fantasy adulte. Donc ici, on fait la connaissance de Samuel Andersen, qui est musicien et qui, depuis plusieurs années, connaît une grosse période de disette, que ce soit professionnelle. Ça fait très longtemps qu'il n'a rien composé, donc du coup, c'est un peu la dèche, hein, faut bien le dire. Et du coup, au vu de cette situation, sa femme a demandé le divorce. Elle a eu la garde de sa fille, donc du coup, il se retrouve séparé de sa fille, qu'il aime plus que tout. Donc voilà, la vie ne vaut plus d'être vécue. Il se saoule dans un bar et complètement ivre-mort, il décide d'en finir, tout simplement. Et il se promène dans les rues de Londres, et là il tombe sur un curieux personnage qui lui dit, qui lui apporte un testament dans lequel il dit hériter d'un château d'un de ses ancêtres. Bon, Samuel lui dit, bon, c'est plus gentil, mais moi j'ai autre chose à faire, j'ai envie d'aller me suicider, alors bon, moi le château, voilà. Bon, malgré tout, il garde le testament avec lui, il dit, oh, voilà, j'ai plus rien à perdre, de toute façon, autant aller y faire un saut. Et il se rend donc à l'adresse indiquée sur le testament. Et il se trouve propulsé dans un château un peu bizarre. Voilà, il y a le feu qui est allumé dans la cheminée et a priori il ne s'éteint jamais. Dès qu'il veut sortir du château, il n'y arrive pas, il court à perdre haleine et il n'arrive jamais à retrouver la sortie. Et il tombe dans un couloir où il y a 46 portes qui ne s'ouvrent pas. Donc il se demande bien où est-ce qu'il a bien pu tomber, jusqu'au moment où il rencontre son ancêtre, à savoir Ulrich, un viking, et qui lui explique que ce château est peuplé de fantômes, et ces fantômes sont ses descendants au nombre de 46, très exactement, et qu'ils sont tous victimes d'une malédiction, d'une sorcière qui les a enfermés et condamnés à l'errance éternelle dans ce château. Et donc, Samuel est leur seul espoir de briser la malédiction, et de pouvoir les libérer. Donc il s'avère que Samuel est un des descendants d'Ulrich, et il va alors passer le choc, hein, quand même un petit peu de cette révélation, hein, parce que quand même rencontrer le fantôme de son ancêtre, c'est quand même pas rien, surtout quand on avait décidé d'en finir. Et après avoir accepté peu ou prou d'être la mission de sauver ses ancêtres, il va apprendre à connaître tous les descendants d'Ulrich, apprendre à les connaître, à jardiner, à discuter avec eux, parce que c'est vrai qu'ils n'ont pas énormément non plus de passages, hein, dans ce château, et à chaque fois qu'il passe une porte, il arrive dans le passé, et en fait il voudrait arriver au moment où Ulrich provoque un petit peu la malédiction, et ainsi l'empêcher de condamner tout son arbre généalogique à errer dans le château. Donc j'ai beaucoup aimé ce premier tome, même si le début est un petit peu lent à se mettre en place. Je trouve un petit peu Samuel un petit peu larmoyant, mais bon, une fois qu'il est dans le château et une fois qu'il a rencontré un petit peu Ulrich et tous ces fantômes, enfin, la plupart d'entre eux, il reprend un petit peu du poil de la bête. Cette mission, à savoir de briser la malédiction de ses ancêtres, ça va lui donner un but dans sa vie, et peut-être qu'il va se dire qu'il n'est pas complètement le mec complètement fini, et surtout il comprend que lui aussi était victime de la malédiction, et c'était pour ça aussi qu'il n'arrivait plus à fournir une œuvre musicale, et qu'il a perdu sa femme et sa fille dans l'histoire. Mais c'est aussi surtout pour sa fille qu'il fait tout ça, pour éviter que la malédiction lui tombe dessus également. Donc il est question de voyage temporel, il est question d'histoire avec un grand H, parce qu'on
on voyage un peu dans différentes périodes de l'histoire. Donc c'est extrêmement intéressant. Les personnages sont très très bien construits. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour sa fille, Emily, qui a du haut de ses 10 ans et est une petite fille qui réfléchit comme une adulte. Elle a des réactions d'adulte. Elle est très très impressionnante et par-dessus tout, elle a toujours confiance dans son papa, malgré ce que peut dire sa maman ou le nouveau mari de celle-ci bon, il est pas super cool, quoi. Il est pas super sympa. J'irai pas dîner avec lui, hein. En tout cas, voilà, j'espère que le tome 2 ne mettra pas trop de temps à sortir parce que j'aime beaucoup ce qu'elle a fait. C'est de la fantaisie, ça change un petit peu de ce qu'elle fait pour la fantaisie adulte, de la fantaisie jeunesse, pardon. Mais en fantaisie adulte, ça vaut quand même le coup d'être lu. Et je vous encourage vivement à découvrir cette nouvelle saga d'Anne Robillard. Et surtout, j'adore la couverture avec ce dragon enflammé. J'adore. J'aime beaucoup. Et enfin, je vais vous parler de ce beau bébé, Sœur de sang, le tome 1, Le vol du phénix, de Niki Popretto, paru aux éditions Lumen. Donc ça faisait très très longtemps que je voulais lire ce roman, parce que j'aime beaucoup la couverture, et puis c'est surtout aussi parce qu'il est question de phénix. J'aime beaucoup ces créatures fantastiques, à l'instar de Fumsec dans Harry Potter, que j'aimais beaucoup. Et alors là, bon, il n'y a absolument pas question de Fumsec, hein, mais il est question de deux sœurs, Véronica et Val, qui vivent toutes les deux un petit peu dans la clandestinité, et qui attendent fébrilement, elles ont trouvé 2 œufs de phénix, et elles attendent fébrilement que ces 2 œufs éclosent. Parce que le rêve de Véronica, c'est de devenir dresseuse de phénix, comme à l'époque grandiose des dresseurs de phénix. Mais entre-temps, il y a eu une guerre, ce qu'on appelle la guerre de sang, qui a décimé les dresseurs de phénix et les phénix par la même occasion. Et du coup, le peu de dresseurs de phénix qui restent vivent dans la clandestinité. Et il est très très rare de tomber sur l'un d'entre eux. Et donc du coup, elle veut devenir dresseuse de phénix. Donc sur les 2 œufs, il n'y en a qu'un qui éclot, et tout de suite, le lien est créé avec Véronica et son phénix. Ce qui n'est pas du tout du goût de sa sœur. Et donc du coup, on va suivre l'évolution de ces 2 frangines qui sont un petit peu le jour et la nuit. Les 2 côtés du feu, le côté lumineux, le côté réchauffant, le côté cocooning, et le côté ça brûle, ça détruit tout, et ça n'a pas de limite. Et donc en fait c'est les deux revers d'une médaille. Et on suit ces 2 filles. Et on suit également le personnage de Sève, qui est devenu soldat de l'Empire, enrôlé de force, parce que c'était pas du tout son kiff, hein, lui, de devenir soldat. Mais voilà, il est orphelin, il a perdu ses parents dans les circonstances qu'on apprend dans le roman, et donc du coup, il a été un petit peu enrôlé de force pour éviter d'être puni d'un crime qu'il avait commis. Et donc du coup, il se retrouve soldat de l'Empire. Alors, il n'a pas des qualités de soldat absolument démentielles, et il s'avère qu'il a un don. Et il est ombromage, c'est-à-dire qu'il peut communiquer avec les animaux. Il peut les contrôler avec son esprit. Mais il cache bien évidemment ses pouvoirs, parce que voilà, les ombromages ne sont pas non plus en odeur de sainteté, donc il cache ses pouvoirs. Et on découvre aussi le personnage de Tristan, qui est un dresseur de phénix, qui se cache lui aussi. Ce que je disais au début, il fait partie des rares survivants des dresseurs de phénix. Et voilà, tous ces personnages-là vont finir par se rencontrer. Il va se passer un drame qui va affecter Véronica plus qu'elle ne l'aurait imaginé. Elle va décider de partir seule pour tenter sa chance en tant que dresseuse de phénix
et elle plante sa sœur littéralement, et elle va vivre sa vie toute seule. Et on suit, donc du coup, on la suit dans son aventure et dans son parcours pour devenir dresseuse de phénix. J'ai beaucoup, mais alors beaucoup aimé ce roman. Pourtant, c'est une pavasse, hein, mais je l'ai commencé quand? Ouais, je l'ai commencé lundi, je l'ai fini vendredi, donc oui, j'ai mis 4-5 jours à le lire. J'ai beaucoup aimé. Une fois qu'on est dedans, bah on a enfin voilà, on n'a qu'une envie, c'est d'y retourner pour savoir ce qui va se passer. Et Nikki Popretto a construit un univers très riche avec des personnages très fouillés et avec un parallèle avec ce qui s'est passé avant la guerre de sang entre les deux sœurs qui sont devenues reines et dont on apprend un petit peu à les connaître. Et on se doute quand même de ce qui va se passer de la révélation qui va avoir un petit peu lieu à la fin. Mais maintenant, on attend de voir comment que cette révélation va être développée dans le tome 2. Alors, il faut savoir que le tome 2 sort en octobre. Donc, j'ai très envie de poursuivre. J'ai très hâte qu'il sorte pour pouvoir me replonger dans l'univers et de retrouver tous les personnages. Véronica, Tristan, Sève et Val, parce que j'ai envie aussi de connaître un petit peu ce qui va arriver à la sœur de Véronica. Parce que je trouve son personnage très ambivalent, très complexe, et j'ai envie de savoir exactement pourquoi elle fait tout ça. Bon, en tout cas, c'est un excellent roman de fantasy. L'action démarre assez rapidement, et très franchement, on ne voit pas les 724 pages passer, tellement c'est hyper addictif et tellement il y a de l'action tout le temps. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aussi vous avez lu ces romans et ce que vous en avez pensé. Je serais ravie de discuter avec vous sur ces romans et sur bien d'autres choses encore, n'hésitez pas. Si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas, allez-y, c'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous souhaite une très bonne semaine, de très belles lectures et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!